Depuis toujours, certains pères sont prêts à tout pour protéger leur nom, mais parfois, la protection se transforme en vengeance. Et le plus interdit des gestes n'est là où on pense trouver la sécurité. Dans cet épisode de Cruauté en face story, je t'emmène dans une affaire glaçante. Un père, une fille, une histoire qui dérape, un jeune homme qui a franchi la ligne, et un geste si brutal qu'il a choqué tout un pays. Ce que tu vas entendre n'est pas un drame adolescent. C'est la violence la plus froide, orchestrée dans l'intimité d'un domicile, sans témoin, sans alibi, juste un geste irréparable, un matin où l'amour paternel a basculé dans l'horreur. Avant qu'on plonge ensemble dans cette histoire, j'ai une annonce à te faire. La boutique officielle Cruauté en face est ouverte. Tu y trouveras des visuels que j'ai créés pour toi, vêtements et accessoires sombres à notre image. Spring s'occupe de tout le reste. Fabrication, envoi, service client. Moi, je t'offre l'ambiance. Toi, tu choisis de la porter. Le lien est juste en dessous, dans la description ou le commentaire épinglé. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. Je suis Genéza et aujourd'hui, je te propose de plonger dans un récit où la frontière entre protection et meurtre est devenue tragiquement floue. Prépare-toi, car parfois, le pire ne vient pas de l'inconnu, il se cache dans ceux qu'on aime. En mai 1995, Iván Jesús Ortiguera Quintero a vu le jour. Fils de Juan Domingo Ortiguera et Nancy Quintero, il a grandi à Pergamino, une ville située au nord de la province de Buenos Aires, en Argentine. La famille, typiquement argentine et de classe ouvrière, se composait de 6 enfants, Lucia, Bruno, Franco, Martina, Delfina et bien sûr Iván, affectueusement surnommé Pipo. Ah, les surnoms argentins, toujours empreints d'une tendresse particulière, comme une marque de fabrique. Juan, le père, était une figure locale assez connue grâce à son travail de serveur dans un bar historique, El Refugio. Malgré les défis économiques d'une vie modeste, la famille semblait vivre dans une tranquillité relative, rythmée par la quête quotidienne du pain. Peut-être est-ce justement cette normalité apparente qui rend leur histoire si marquante aujourd'hui. De l'enfance et de l'adolescence d'Iván, peu de détails ont transpiré. Cependant, il était décrit comme un garçon sociable, joyeux, doté d'une personnalité spéciale. Dès ses 14 ans, il s'était lié d'amitié avec Tamara Núñez, une autre adolescente. Comme beaucoup de jeunes à cet âge, ils échangeaient sur les réseaux sociaux, multipliant messages et clins d'œil numériques. Mais ce qui démarquait Iván, c'était son charisme. Toujours entouré, il faisait rire ses camarades et nourrissait de grands rêves, dont celui de devenir footballeur professionnel. Et il avait de quoi rêver. Il jouait dans une équipe de football du club provincial et, selon ses proches, possédait un talent naturel pour ce sport. Vers le début de l'année 2011, alors qu'Iván avait 16 ans et Tamara 14, leur amitié s'est doucement transformée en une romance. Tamara, elle, était la fille de Norberto Fabián Núñez et María de Los Ángeles Núñez. Norberto travaillait pour une entreprise de sécurité, tandis que la profession de María reste floue. Le mariage des parents de Tamara s'était terminé quelque temps auparavant, une situation qui, contrairement à ce qu'on voit souvent, n'a pas éloigné Norberto de sa fille. Dans cette même localité de Pergamino, l'amour adolescent a pris racine entre Iván et Tamara, un lien qui s'est concrétisé entre mai et juin 2011. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus officiellement un couple. Iván, éperdument amoureux, nageait dans un bonheur simple et pur, partagé pleinement par Tamara. Leur relation, empreinte d'innocence et de tendresse,
étaient accueillis avec bienveillance par leurs familles respectives. Enfin, par presque toutes. Pour Norberto, le père de Tamara, cette romance représentait un véritable cauchemar. Tamara vivait sous son toit et Norberto, connu pour son tempérament explosif, exerçait sur elle un contrôle qu'on pourrait qualifier, sans hésitation, de démesuré. Avant même l'apparition d'Ivan, 2 prétendants avaient tenté leur chance. 2. Mais face aux menaces du père, ils avaient rapidement pris la poudre d'escampette. Pas étonnant, la réputation colérique de Norberto le précédait. Alors, lorsque la relation avec Ivan a commencé, il n'a surpris personne en sombrant dans une jalousie maladive. Pour aggraver les choses, il a rapidement pointé du doigt la scolarité de sa fille. Selon lui, elle négligeait ses études à cause de cette romance. Les notes scolaires n'étaient pas forcément le sujet principal, mais elles faisaient un excellent prétexte. Ce contrôle excessif s'est transformé en véritable paranoïa le jour où Norberto a trouvé le jeune couple chez lui, seul dans la maison. Et là, tout a basculé. Furieux, il ne s'est pas contenté de faire une scène mémorable aux 2 adolescents. Non, ce n'était pas suffisant. Il s'est immédiatement rendu au lieu de travail de Juan, le père d'Ivan. Et, sans même tenter de se contenir, il a déclenché une scène publique absolument apocalyptique. Hurlements, accusations, regards médusés des témoins. Norberto a crié qu'il avait surpris les jeunes ensemble et a catégoriquement interdit à Ivan de revoir sa fille. Comme si cela ne suffisait pas, il a lancé une menace lourde de sous-entendus. Tout finirait mal si Ivan et Tamara osaient continuer leur relation. Un père amoureux? Un despote? Quoi qu'il en soit, la situation devenait de plus en plus explosive. Inconscients du danger qui pesait sur eux et emportés par la fougue propre à leur âge, Ivan et Tamara ont continué à vivre leur amour en défiant les interdits. Mais Norberto, fidèle à lui-même, n'en avait pas fini. Peu de temps après, il est revenu au bar où travaillait Juan, et cette fois, ses menaces ont pris une tournure glaçante. Il a affirmé, sans détour, que s'il surprenait Ivan avec sa fille, il n'hésiterait pas à le jeter par une fenêtre. Oui, par une fenêtre. On frôle le grotesque, mais il était sérieux et ses colères étaient devenues imprévisibles. La tante d'Ivan, Blanca Ortiguera, a été mise au courant de cette escalade lorsque Juan a décidé de dénoncer Norberto aux autorités pour menace. Mais, comme souvent dans ces histoires, les mots se perdent dans les méandres de la bureaucratie et aucune action concrète n'a été prise. De leur côté, les 2 amoureux ne semblaient pas se soucier de ces avertissements. Leur relation continuait de s'épanouir et ils approchaient même de leur premier anniversaire. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient, car cet anniversaire n'allait jamais arriver. L'après-midi du jeudi 5 janvier 2012 semblait ordinaire dans l'appartement de Norberto et Tamara. Si l'on ne sait pas exactement qui vivait sous ce toit, ce soir-là, plusieurs personnes étaient présentes. Norberto dormait dans sa chambre, et dans une autre pièce se trouvait sa belle-sœur, Evangelina Mabel Sotelo, sœur de son ex-femme. Quant à Tamara, elle partageait sa chambre avec sa cousine, Lucrecia Núñez. Tout semblait calme, mais cette tranquillité n'était qu'une illusion. À un moment de la nuit, Tamara a discrètement fait entrer Ivan chez elle. Le jeune homme s'est glissé dans sa chambre et s'est couché à ses côtés, ignorant qu'il jouait avec le feu. Mais le feu, quand il éclate, consume tout. À 8 heures du matin, le vendredi 6 janvier, Norberto s'est réveillé. En découvrant Ivan dans son appartement, son sang n'a fait qu'un tour. Ce qui a suivi était une véritable explosion de rage. Fou de colère, il s'est précipité sur Ivan, l'insultant, le giflant, lui assénant des coups de poing sans retenue.
Tamara, horrifiée, s'est interposée, criant, suppliant son père d'arrêter, mais rien n'y faisait. Il était hors de lui. Dans le chaos, Evangelina est intervenue à son tour, essayant de calmer la tempête. Elle a même demandé à Tamara d'appeler sa mère, Maria, dans l'espoir qu'elle pourrait apaiser la situation. Maria, accompagnée de son frère Nestor Eduardo Núñez, s'est précipitée sur place, mais leur arrivée n'a rien changé. Au contraire, la colère de Norberto s'est intensifiée. Comme une flamme qui dévore tout sur son passage, il s'en est pris à Maria, puis à Evangelina. Cette scène insoutenable s'est prolongée pendant environ 1h30. 1h30 de cris, de menaces et de terreur. Dans la chambre de Tamara, Norberto, loin de se calmer, a redoublé d'agressivité. Ses hurlements, mêlant insultes et menaces, résonnaient comme des coups de poignard. Il a crié à Ivan que s'il ne sautait pas lui-même par la fenêtre, il s'occuperait personnellement de l'y envoyer. Une menace démentielle, mais terriblement sérieuse. Ces cris ont fini par réveiller Milagros, une voisine vivant dans l'appartement juste au-dessus. Paniquée, elle a réveillé sa grand-mère, Norma, et son père, Carlos. À mesure que les hurlements devenaient plus violents, Norma, inquiète, est sortie dans le couloir pour vérifier si le bruit provenait de l'appartement voisin. Une fois rentrée, elle a confirmé l'origine du vacarme. Une dispute familiale dans l'appartement, situé juste en dessous, au 7e étage. Et parmi ce chaos sonore, elle a distingué les supplications déchirantes de Tamara, implorant son père d'arrêter. Mais les prières d'une fille face à un père enragé n'ont malheureusement que peu de poids. Dans cette scène de pure violence, Ivan, paralysé par la peur, est resté silencieux. C'était sans compter sur la brutalité de Norberto qui lui a asséné 2 coups de poing d'une violence inouïe. Le premier a fracturé le nez du jeune homme, le second a brisé sa mâchoire. Ivan s'est effondré, inconscient, et c'est là que Norberto a commis l'irréparable. Profitant de cet état d'impuissance, il a soulevé le corps inanimé du garçon, l'a traîné jusqu'à la fenêtre et, sans l'ombre d'une hésitation, l'a jeté dans le vide. Il était 9h30 du matin. Le bruit du verre brisé, suivi du choc sourd, a traversé le complexe résidentiel comme un coup de tonnerre. Norma, pétrifiée, a ressenti son cœur se contracter violemment dans sa poitrine. En bas, sur le gazon entourant l'immeuble, Ivan gisait. Quelques minutes après sa chute, il a rendu son dernier souffle, comme l'a expliqué plus tard l'avocat de la famille, Pablo Caldante. Et Tamara, dans un mélange de choc et de panique, est sortie en courant. Elle a enfourché une moto et s'est précipitée chez la famille d'Ivan. À son arrivée, elle a dit à Lucia, la sœur d'Ivan, de prévenir ses parents. Ces mots, froids et mécaniques, ont laissé Lucia sans voix. Ivan s'est jeté du 7e étage. Un mensonge, un dernier geste désespéré pour sauver ce qu'il restait d'un semblant de normalité dans ce cauchemar sans fin. Bruno, bouleversé par les mots de Tamara, s'est précipité pieds nus vers l'endroit où son frère gisait, espérant, contre toute logique, pouvoir lui porter secours. Derrière lui, leur père Juan a suivi en voiture, la peur lui tordant l'estomac. Pendant ce temps, Lucia, restée à la maison, ne comprenait pas encore l'ampleur du drame qui venait de se jouer. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont tenté en vain de réanimer Ivan. Il était déjà trop tard. Quelques instants plus tard, les officiers Diego Sancheta, Pablo David Chiro et Jorge Marcelo Bellido se sont présentés sur les lieux. Mais pour Juan et Bruno, l'attente était déjà insupportable. Ils venaient de recevoir la pire nouvelle de leur vie. Ivan n'était plus. Dans un premier temps, Norberto a été placé en détention,
mais seulement pour des accusations mineures de blessures et de menaces. Quelques heures plus tard, il était libre. Comment? Grâce aux témoignages concordants de Maria, Evangelina et Nestor, qui soutenaient tous la version de Norberto. Ivan, selon eux, s'était jeté par la fenêtre, et ils avaient tenté, en vain, de l'en empêcher. Même Tamara, déchirée mais visiblement sous l'influence de son père, avait répété la même histoire. Mais les apparences trompent parfois, et les détails troublants allaient bientôt émerger. Le médecin légiste, Ramiro Urbaneja, a mené une autopsie qui a révélé des éléments accablants, les multiples blessures sur le visage d'Ivan, ainsi que les fractures de son nez et de sa mâchoire, ne correspondaient pas à celles causées par une chute. Si elles avaient été le résultat d'une défenestration, elles auraient été beaucoup plus étendues et déformantes. Ces constatations contredisaient de manière flagrante le récit selon lequel Ivan se serait jeté de son plein gré. Urbaneja a également examiné Norberto, Evangelina, Nestor et Maria. Aucun d'entre eux ne présentait de blessure, un détail qui sapait encore davantage leur version, selon laquelle ils avaient tenté de retenir Ivan physiquement. Face à ces incohérences, les enquêteurs ont écarté l'hypothèse du suicide et commencé à envisager une autre possibilité. Ivan aurait tenté de fuir et serait tombé accidentellement dans le processus. Cette théorie, bien que logique en apparence, semblait faite sur mesure pour éviter de pointer Norberto du doigt. Mais elle menaçait de gagner du terrain aux yeux du procureur Juan Andrés Gracia. Pendant ce temps, l'affaire, d'abord un drame familial, a pris une ampleur inattendue dans cette ville de 100 000 habitants. Les médias locaux se sont emparés de l'histoire et les détails de l'amour interdit entre Ivan et Tamara ont commencé à circuler, suscitant des débats enflammés. Au milieu de cette cacophonie de versions contradictoires, Maria, la mère de Tamara, a maintenu sa déclaration initiale tout en admettant cette fois que Norberto avait bel et bien frappé Ivan à plusieurs reprises avant la chute. Une phrase prononcée par Maria a fait les gros titres. Il s'est jeté comme s'il plongeait dans une piscine. Une déclaration déroutante, voire absurde, qui n'a fait qu'attiser la colère de Juan et de Nancy, les parents d'Ivan. Ils refusaient de croire un seul mot de cette famille, surtout venant de Norberto, qu'ils tenaient pour le principal responsable de la mort de leur fils. Déterminés à obtenir justice, Juan et Nancy, soutenus par des amis et des voisins, ont organisé une manifestation devant le parquet. La demande des parents d'Ivan a été simple, limpide et portée par une douleur indescriptible. Justice. Juan et Nancy ont espéré, presque naïvement, que le procureur les écoute et reconsidère cette affaire qu'ils ont vue pour ce qu'elle était. Un meurtre brutal. Lors des manifestations, leurs mots ont résonné comme une plainte collective. « Nous savons tous qu'Ivan a souffert », ont-ils déclaré. « Tout le monde ici le sait. Il a été tué à coups de poing et comme si cela n'avait pas suffi, ils l'ont jeté par la fenêtre. Alors, nous sommes venus pacifiquement demander au procureur général, de nous appeler et de nous expliquer, à nous, à la population, pourquoi ce crime n'a pas été reconnu pour ce qu'il est. Le désespoir des parents s'est accompagné d'une colère sourde, alimentée par les détails glaçants de l'affaire. Juan, dans un appel sincère, a pris la parole, s'adressant directement au procureur avec des mots qui sont venus du plus profond de son âme. « Perdre un enfant, je ne sais pas. Je ne souhaite cela à personne. » Et il a ajouté, presque suppliant, « Je vous demande, en tant que père, de ressentir ma douleur. Vous aussi, vous êtes père. Je sais qu'on ne peut jamais ressentir pleinement la douleur des autres, mais je vous demande d'essayer. » Puis, dans un retournement inattendu, les choses ont commencé à changer. Quelques jours plus tard,
Le 8 janvier 2012, des voisins, jusque-là silencieux par crainte ou par indifférence, ont décidé de témoigner devant les autorités. Bien que leurs identités aient d'abord été tenues secrètes, leurs récits ont radicalement contredit la version présentée par Norberto et sa famille. Leurs témoignages, ajoutés aux soupçons persistants des proches d'Ivan, ont fini par convaincre le procureur Juan Andrés Gracia d'agir. Norberto a été arrêté et l'affaire a changé de qualification. Ce n'était plus une simple enquête sur les causes de la mort. Le dossier a été traité comme un homicide simple. Une fois derrière les barreaux, Norberto, fidèle à sa réputation de lâche calculateur, a refusé de parler. Pas un mot, pas une justification. Il a préféré le silence, un silence aussi lourd que les accusations qui pesaient sur lui. Mais ce silence n'a pas effacé ce qu'il avait fait. La famille et les amis d'Ivan se sont mobilisés pour maintenir l'élan de l'affaire. Pablo Caldente, l'avocat de la famille, a insisté sur une requalification en homicide triplement qualifié. Privation illégale de liberté suivie de la mort d'un mineur, préméditation et criminis causa. Selon lui, les adultes présents ce matin-là s'étaient concertés pour maquiller les faits en suicide. Le 9 janvier 2012, une manifestation a rassemblé familles, amis, voisins et environ 150 jeunes mobilisés via les réseaux sociaux. Certains proches d'Ivan ont dénoncé publiquement les menaces glaçantes de Norberto. Parallèlement, les parents d'Ivan ont rencontré le maire, Héctor Gutiérrez, et le procureur général, Mario Gomez, qui leur ont présenté les avancées de l'enquête. Après 1 heure, Juan et Nancy sont restés silencieux, laissant les manifestants poursuivre leur combat. Dans la rue, l'atmosphère était tendue. Tambours et slogans ont rythmé une mobilisation marquée par des larmes, mais aussi une détermination inébranlable. Le maire a confirmé à un média national que des expertises étaient en cours, sans fournir de détails, tout en évoquant de nouveaux témoignages. Le soir même, une seconde manifestation, organisée par les amis d'Ivan, a redoublé la pression. Le procureur Nelson Mastorchio, avec le soutien de la défense, a alors intensifié les poursuites et exigé la peine maximale pour Norberto. La quête de justice pour Ivan était désormais un combat national. Au fil des enquêtes, un soupçon insupportable a émergé, une relation inappropriée entre Norberto et sa fille Tamara. Andrea Abda, conseillère pour mineurs, a déposé une plainte pour abus sexuels, poussant la procureure Karina Polis à ordonner des expertises psychologiques. Ces analyses ont révélé un attachement maladif et anormal de Norberto envers Tamara. Pendant 2 ans, Norberto, principal suspect, est resté incarcéré à l'unité pénitentiaire 13 de Junin. Enfin, une annonce a marqué un tournant. Le procès allait commencer. Le lundi 17 février 2014, le tribunal oral en matière criminelle de Pergamino a ouvert ses portes. Menotté et le visage fermé, Norberto a comparu devant les juges Guillermo Buron, Miguel Ángel Gaspari et Danilo Cuestas, accusés d'homicide simple avec privation illégale de liberté. Dès la première audience, les voisins Norma, Milagros et Carlos ont livré des témoignages accablants. Depuis leur balcon, ils avaient vu Norberto manipuler le corps d'Ivan, inconscient, la tête rejetée en arrière, avant de le jeter dans le vide. Cette scène glaçante a laissé l'audience sous le choc. Les parents d'Ivan, Juan et Nancy ont témoigné avec une douleur palpable, rappelant les menaces incessantes de Norberto. Ils ont décrit Ivan comme un jeune homme joyeux, incapable de se suicider. Leurs mots ont frappé par leur simplicité et leur vérité, s'opposant directement à la défense. Le procès s'annonçait long et éprouvant, mais une certitude s'imposait. Les preuves s'accumulaient contre Norberto,
fragilisant chaque jour davantage sa défense. La vérité enfouie sous des couches de manipulation et d'horreur. En tant qu'avocat de la défense, Nestor Liber Alvarez s'est accroché à une ligne argumentaire pour le moins fragile. Selon lui, Iván se serait jeté lui-même, sans forcément vouloir mettre fin à ses jours. Une hypothèse désespérée, à peine crédible. Liber a insisté sur l'importance d'entendre les membres de la famille de l'accusé, affirmant qu'eux seuls avaient assisté à l'ensemble des événements. Une stratégie qui, soyons honnêtes, ressemblait surtout à une tentative pour gagner du temps. Mais cette version a été rapidement mise à mal par les témoignages des officiers Diego, Pablo et Roré, membres de la police scientifique de Buenos Aires. Leur conclusion, appuyée par des preuves tangibles, était claire. Il s'agissait d'un crime. Suite à leur déclaration, le tribunal a ordonné une inspection oculaire de la scène pour le lendemain. Cette procédure devait réunir les juges, le procureur Nelson, l'avocat de la famille Pablo, ainsi que la défense. Dans un dernier effort pour détourner l'attention, la défense a demandé que Maria, Evangelina et Nestor soient investigués, les accusant de n'avoir rien fait pour empêcher la tragédie. Une manœuvre prévisible, presque désespérée, destinée à diluer les responsabilités. Pour Juan et Nancy, cette journée n'a été qu'une épreuve de plus dans leur quête de justice. Le lendemain matin, l'inspection a eu lieu dans l'appartement de Tamara et Norberto, ainsi qu'au 8e étage, chez les voisins Milagros, Norma et Carlos, pour vérifier la cohérence de leurs témoignages. Norberto, sous escorte policière renforcée, a été contraint d'y assister, portant un gilet pare-balles, un détail révélateur de l'hostilité générale. Pendant ce temps, une manifestation spontanée a éclaté devant le bâtiment. Entre cris et slogans, voisins, amis et proches d'Iván ont exprimé leur colère contre Norberto. Certaines amies d'Iván ont déposé des fleurs près de la plaque commémorative à l'endroit où l'adolescent était tombé. Des gestes simples mais profondément émouvants, rappelant la perte immense et l'urgence de rendre justice. Le procès oral et public s'est poursuivi durant plusieurs jours, marqué par les témoignages des témoins de la défense et des 4 personnes présentes dans l'appartement au moment des faits. Tamara, appelée à comparaître pour la première fois, a livré des déclarations contradictoires, plongeant l'affaire dans une vérité fragmentée et troublante. Le 14 mars 2014, le verdict tant attendu a été rendu. Norberto Fabián Núñez, jugé en visioconférence, a été déclaré pénalement responsable du délit d'homicide qualifié, aggravé par la préméditation et la cruauté contre Iván Jesús Ortiguera, 16 ans. Lors de ses dernières déclarations, Norberto a minimisé ses actes, affirmant que la situation lui avait échappé. Ces mots, dénués de remords, n'ont eu aucun impact face aux preuves accablantes. La sentence, réclusion à perpétuité. Ce verdict a apporté un soulagement à la famille et aux proches d'Iván, après 2 années de douleur et de lutte. Juan et Nancy, entre larmes et étreintes, ont exprimé un mélange de satisfaction et de chagrin. Juan a confié qu'il imaginait le sourire d'Iván, comme un remerciement pour cette justice enfin obtenue. Nancy, bien que satisfaite de la condamnation, a reconnu que l'absence de son fils pesait encore lourdement et qu'il était désormais temps de se consacrer à ses autres enfants. Le procureur Nelson a salué le travail exemplaire des juges, qualifiant la sentence de juste et symbolique. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La défense de Norberto a tenté un recours, mais en novembre 2016, la Cour suprême de la province de Buenos Aires a rejeté l'appel, confirmant la condamnation. Toute porte d'espoir s'est alors définitivement refermée pour Norberto. Une décennie plus tard, Lucia, la sœur d'Iván,
a rendu hommage à son frère à travers un message bouleversant sur les réseaux sociaux. Elle a confié combien il lui manquait, se sentant égoïste de vouloir encore sa présence, tout en espérant qu'il reposait en paix. Accepter l'absence d'Ivan, surtout dans ces circonstances tragiques, restait pour elle une lutte quotidienne. Dans une interview, Lucia a révélé que le deuil avait été encore plus difficile après le procès. Selon elle, ni Norberto ni sa famille n'ont jamais demandé pardon, un silence qui a amplifié leur douleur. Aujourd'hui, un mur de leur maison est devenu un mémorial en l'honneur d'Ivan, où Lucia transforme son chagrin en un témoignage d'amour éternel pour son frère. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.